Ok, dans une église, en plein office, Samy débarque balafré, guitare cassée, quelque chose d'énorme s'est passé. C'est un avertissement. D'entrée, le film te plante son idée centrale. La foi et la musique vont se faire la guerre. Une guerre morale et culturelle. Les communautés noires faisaient une distinction très nette entre la musique de Dieu et celle du diable. En gros, chanter du gospel c'est ok, mais le blues, c'est un péché. Pour l'amour de Dieu! C'est associé aux endroits de débauche. À la nuit, l'alcool, le jeu, la danse. Exactement ce que les pasteurs condamnaient. Alors, l'âme du preacher boy peut-elle être sauvée? Et surtout, à quel prix? Pose-la, Samuel. Pose-la! Tout a commencé 24 heures plus tôt. Je vous raconte l'histoire de Xenos. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui leur vient des tripes. Mississippi Delta, 1932. Un lieu et une date qui ne sont pas là pour faire joli. C'est une cage. À cette époque, les Noirs n'avaient pas les mêmes droits. La ségrégation, elle est partout. Pauvreté collée aux semelles, violence prête à sortir. C'est ce qui pousse deux frères à ouvrir leur propre bar musical. Les frères Moore s'inspirent des jumeaux sacrés de la tradition Yoruba, une référence à la dualité. Nos gars ont la même tête, mais pas la même manière de respirer. Smoke, c'est le plus sérieux des deux, pragmatique. C'est un businessman qui a la gâchette facile. Il peut aussi se révéler plus fragile et plus doux dans l'intimité. Stack est le plus souriant, le charmeur vicieux, celui qui peut te berner. Les jumeaux sont des vétérans de la Première Guerre mondiale. Ils ont beaucoup voyagé et sortent tout juste d'une vie de gangster à Chicago. Ils reviennent ainsi sur leur terre natale avec de l'argent sale dans leur bagage. Au Mississippi, ils rachètent une scierie abandonnée à un propriétaire raciste, Hogwood. Pressés d'ouvrir leur club le soir même, ils recrutent rapidement des talents. Leur cousin guitariste, un pianiste alcoolique. Vous avez fait quoi avec l'argent? J'ai tout picolé. Une chanteuse dévergondée, un videur, une cuisinière et le couple Chows en tant que barman et fournisseur. Vendu. Le film pose le cercle autour des jumeaux comme une table de poker. Chacun arrive avec son passif dans la poche. Leur plan? Ouvrir un lieu pour les Noirs, un endroit où leur communauté peut boire, danser. Oublier 2 heures l'ombre américaine, arrêter de dépendre des règles des Blancs, reprendre le contrôle sur une vie qu'on leur refuse, et être libre. Dans leur monde, ça vaut de l'or, tout comme la voix de Samy. Jeune métayer, fils de prêcheur, il veut vivre de son blues. Ses 2 cousins l'embarquent, lui mettent des étoiles plein les yeux, et Samy s'envole. Mais personne ne sait que son talent est pur. Il peut déchirer la frontière qui sépare la vie de la mort. Sa voix ouvre des portes. Elle peut guérir et apaiser les membres de sa communauté. Mais elle peut aussi attirer le mal. Pourquoi ce soir? C'est à cause de moi. Mon père m'avait prévenu. Il a dit que j'allais attirer le diable avec ma musique. Pendant que Smoke and Stack montent leur petit empire de fortune, ailleurs, un Irlandais en cavale débarque. Remick, c'est un vampire millénaire qui a perdu sa communauté ancestrale à cause du colonialisme britannique. Il cherche alors à reconstruire une famille de substitution. Chassé, Remick atterrit dans une ferme isolée, chez un couple lié au Ku Klux Klan. C'est une société secrète de suprémacistes blancs, bien enracinés dans les États du Sud. En gros, c'est un clan qui s'attaque aux Noirs. John et Bert en font partie, ainsi que leur oncle Hogwood. Remick éprouve un dédain pour le clan, non seulement parce qu'ils sont racistes, lui prétend être pour l'égalité, mais parce qu'ils ont historiquement ciblé les immigrants irlandais. Remick se fait passer alors pour une victime qui cherche un abri. Des pièces d'or suffisent pour convaincre le couple de le planquer. Voilà comment s'infiltre le mal. Il ment, il s'installe chez les pires et il prospère. Puis des chasseurs Choctaw, qui sont à sa poursuite, atteignent la ferme. Eux, ce sont les gardiens du feu sacré, ceux qui veillent sur le bien et le mal. Ils savent que Remick est un vampire et mettent en garde. John Hogwood les expulse, pendant que son mari se fait manger dans la maison. Remick révèle ainsi sa vraie nature et transforme Bert. La contamination est lancée juste avant l'inauguration du club. Pas peur. Leur musique convoque les esprits du passé et ceux du futur. La nuit tombée, le bar musical ouvre ses portes. Chaleur, sueur et cette envie très simple de se sentir vivant. Ça picole, ça rigole et ça swing. Au centre de l'attention, Samy. Il craque pour Pearline, la chanteuse, Je suis mariée, vous savez. et tente sa chance en suivant le tuto de son cousin. T'as déjà mangé une crème glacée? Eh ben tu fais comme avec une crème glacée. Puis il joue comme un dieu. Son blues vient des tripes. Il est si puissant qu'il déchire le voile et convoque les esprits du passé et du futur. La salle devient un carrefour d'âme, de mémoire. Ça dépasse le réel. Pendant un instant, toute une communauté se rappelle qu'elle existe à travers le temps. Mais dans la nuit, cette voix agit comme un phare. Elle attire Remick,
qui veut transformer Sammy, l'absorber et utiliser son don pour se reconnecter à ses propres ancêtres perdus. On a entendu parler d'une petite fête? On a une fin de l'eau, vous savez. Remick et ses deux pantins se pointent ainsi au bar, comme des gars normaux. Ils y vont tout doux, ne forcent pas l'entrée. Ouais, on est vraiment dans un mythe vampire classique qu'on connaît bien. Règle numéro 1, un vampire ne passe pas une porte, sauf si tu l'invites. Remick propose son argent et de la musique irlandaise. C'est pas le truc de la maison, ça. D'accord. Non, attendez une minute. Smoke et Stack les refoulent, mais en vrai, ils craignent une chose, que ces blancs viennent du clan et les saignent. Pendant que le club tourne, en coulisses, ça stresse, l'économie est bancale. Les clients payent avec l'argent de plantation. En gros, pas de vrais dollars, juste du crédit. Et si les jumeaux ne ramènent pas du vrai cash, ils coulent. Cette obsession de réussir vient du passé, d'une enfance violente. Leur père les maltraitait, surtout Stack, et ça a mal fini. Smoke a tué leur père. Plus tard, les jumeaux ont été recueillis par la mère de Mary. Adultes, Stack et Mary ont eu une relation secrète. Ouais, un couple mixte dans le Mississippi de 32, c'est le genre de truc qui peut attirer la haine ou pire. Mary est alors un lien avec un monde interdit et un choix que Stack n'assume qu'à moitié. Il la veut, mais il sait que l'aimer peut coûter cher. Incrustée à la partie, Mary comprend très vite le danger. Bière irlandaise et vin italien au bar. Vous avez volé les deux camps. Vous aurez besoin de tout votre pognon quand ils vont faire le lien avec vous. Mary propose son aide. Elle sort en éclaireur pour voir si ses confrères blancs ont réellement de l'oseille à dépenser. Mauvaise idée. Remick la chope, la transforme. Puis elle revient, passe la porte facile, avec ce masque parfait de « tout va bien », sauf qu'elle n'est plus Mary. Pendant ce temps, une bagarre désorganise la fête, au pire moment. Dans la foule, Mary chauffe Stack et s'isole avec lui. Tension, désir, bave. Marie, tu baves? T'en veux un peu? Un signe de corruption du corps, voire de contamination. La morsure, le mécanisme de transformation. La meuf fait un bon gros suçon à Stack. Et quand Smoke retrouve son frère, il est déjà trop tard. Il découvre l'horreur, dégaine ses flingues, tire sur Mary, mais les balles ne l'atteignent pas. Mary s'enfuit pendant que Smoke tente de sauver Stack, qui se vide de son sang, et meurt dans ses bras. La fête est terminée, les gens sortent, mais dehors, c'est un guet-apens. Les clients sont transformés. Autour du corps, Annie essaye de comprendre. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Femme de Smoke, leur couple s'est brisé après la perte d'un bébé. Elle porte la douleur, et une foi différente de celle de l'église. Elle pratique le houdou. Elle a d'ailleurs fabriqué une amulette pour Smoke, pour le protéger du mal. Face au drame, Annie pige direct que Mary est possédée. Elle supplie Smoke de sortir la dépouille, mais lui, en deuil, refuse. Alors Annie l'enferme à double tour. Veille sur lui. Cornbread, le videur, qui tient une porte comme on tient une frontière, revient de sa pause pipi, l'air tout innocent. Et là, quand il demande la permission d'entrer, ça coince. Ça intrigue Annie qui commence à coller tous les morceaux. Cornbread est lui aussi devenu un vampire et tente d'attaquer Smoke, sauvé de justesse. Au même moment, Stack ressuscite et attaque. Annie lui balance de l'ail au vinaigre, ça le brûle net. Il fuit. Là, Annie en est sûre. C'est des vampires. Je n'avais jamais vu de vampire. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Le club devient une forteresse. La paranoïa s'installe, le danger peut être aussi de l'intérieur. Test de confiance à l'ail avec le groupe restant. On est good. On s'arme. Règle numéro 2, l'argent ou l'eau bénite sont la kryptonite des vampires. Annie explique les règles du jeu. L'âme reste à demeure dans le corps, emprisonnée. Elle ne peut même pas sentir la chaleur du soleil. Tuer le créateur ne suffira pas à les sauver. Il faut les liquider un par un. Un pieu en bois dans le cœur ou attendre que le jour se lève. Annie a de mauvaises intuitions sur son futur, alors elle fait promettre à Smoke de l'abattre avant sa transformation. Pendant qu'à l'intérieur on barricade et compris pour tenir jusqu'à l'aube, dehors, les vampires changent de registre. Ils troquent le blues contre un chant folk irlandais du 19e siècle, The Rocky Road to Dublin. Ça raconte un homme qui quitte son foyer et part chercher les siens, ce qui fait donc écho au thème du déracinement et au background de Remick. Puis Stack revient à la charge, essayant de convaincre son frère que sa nouvelle condition est meilleure. Il lui promet la vraie liberté, le pouvoir. Règle numéro 3. Une fois transformé en vampire, l'esprit est altéré par le créateur. Nous, on a un nouveau projet basé sur l'amour. Mais aussi relié à une conscience collective. Ils ont accès à tous les souvenirs des uns et des autres. Ils révèlent alors que l'achat de la Syrie était une arnaque. C'est pas un club de blues, c'est un abattoir. Le propriétaire Hogwood est le dragon du clan. Il prévoit d'éliminer la communauté au petit matin. Je suis rien sans toi. Qu'est-ce que t'en penses? Une brèche est ouverte entre les jumeaux, mais le maillon faible, c'est Grace. Grace et Bo Chow, ce sont des commerçants sino-américains. Eux aussi vivent entre deux mondes. Jamais totalement acceptés, mais indispensables à l'économie locale. Bo s'est fait transformer, Remick montre qu'il sait tous deux et menace même leur fille. Grace craque, refuse d'attendre l'aube. Elle veut se battre maintenant pour protéger sa fille. Les vampires les encerclent sur les paroles de Pick, Pour, Rabin, Clean. Ce n'est pas juste pour faire bizarre. C'est un vieux blues noir sur le fait de dépouiller quelqu'un. Et c'est exactement ce qu'il prévoit. Le chant use les nerfs et Grace explose. Dans la panique, elle les met au défi d'entrer. Sans vraiment le vouloir,
elle vient de leur lancer une invitation. Ok, petite pause, 10 secondes, si t'es encore là, mets un boost ou balance un commentaire, vraiment ça change tout ça. Ça aide la vidéo à décoller et moi ça me permet d'enchaîner les récaps propres sans baquer. Merci à tous. Allez, on repart. Venez ici, bande de crevés! Arrête, calme-toi. S'ils viennent, faut être prêt à les accueillir. Allez, venez! On y va! Le club se fait envahir. Grace utilise le feu comme arme, s'en prend à son mari, jusqu'à brûler avec lui pour le détruire. Ah, c'est horrifique et presque poétique à la fois. Dans la Syrie, c'est le carnage. La bulle de liberté devient une cage de viande. Annie découvre qu'ils ressentent la douleur. Et vu la réaction de Mary à sa mort, les vampires n'ont pas perdu toute émotion. Ouais, Annie est mordue par Stack. Ironique, Smoke est détruit. Parce qu'Annie, c'est l'amour. Mais aussi le deuil, la culpabilité, la sensation d'avoir raté sa vie. Et là, Smoke fait un choix brutal. Il tient sa promesse et la libère. Le péché ici, ce n'est pas le sexe, l'alcool ou la fête. Le péché, c'est ce que la vie te force à faire pour continuer. Et pendant que Pearline et Sammy se défendent, d'autres gagnent du temps comme ils peuvent. Maintenant, ça va saigner. Delta Slim devient le dernier rempart. Il se coupe pour appâter les vampires et se sacrifie près du piano pour offrir une chance aux 3 survivants. Ça a un petit côté Titanic, sauf qu'ici, l'orchestre finit croqué. À l'étage, Pearline sauve Sammy de Remick et signe son arrêt de mort. Le chanteur s'échappe. Les jumeaux se retrouvent pour un face-à-face et règlent leur compte. Stack tente de mordre son frère, mais il est repoussé par l'amulette de Smoke. Désolé, j'ai pas su te protéger. Sois pas désolé. T'as toujours été là. Dehors, le chef rattrape Sammy, qui croit que c'est fini pour lui et se met à prier. Remick se joint à lui, ironise, puis lui plonge la tête dans l'eau, comme un faux baptême vampirique. Pour lui, la foi de Sammy n'est qu'un autre mensonge hérité des colonisateurs. Et pendant sa tirade, Sammy utilise un morceau de sa guitare en argent pour blesser Remick. Et ouais, la musique, c'est une arme. Smoke débarque au même moment pour le poignarder d'un pieu. Tous les vampires ressentent simultanément la douleur et sont paralysés, ce qui les empêche de regagner l'intérieur au soleil levant. Ils brûlent tous. Remick est emporté dans un tourbillon de feu. Et enterre cette putain de guitare. À l'aube, tout est calme, sauf que la nuit n'était pas le seul danger. Il reste encore un dragon. Smoke sort l'artillerie et retire son amulette, comme s'il voulait en finir. Il attend sagement Hogwood pour lui tendre un piège. Et quand les Clansmen débarquent, Smoke est en mode warrior. Il les massacre tous, jusqu'au dernier, sans trembler. Dans le combat, Smoke est touché, mortellement. Et dans ces derniers instants, il a une vision, Annie et leur bébé. Une sorte de paix tardive, comme si, après tout ce sang, il avait enfin droit à sa fin heureuse, au paradis. Retour à l'église, l'office, le pasteur, le jugement. Lâche cette guitare. Le père de Sammy le sermonne. Il veut qu'il lâche cette foutue guitare, qu'il revienne dans le droit chemin. Mais même après tout ce qu'il a vécu, Sammy refuse, parce qu'il n'a plus la place pour le mensonge. Sa musique, c'est pas un hobby, c'est toute sa vie. Le corps a survécu. Mais la nuit, elle, ne l'a jamais quitté. 60 ans plus tard, Chicago. Sammy est vieux, marqué, et joue dans un club qu'il a nommé Pearline. Stack revient avec Mary, survivant de cette nuit infernale. Il explique que Smoke l'a épargné à une condition, laisser Sammy en paix. Il a tenu sa promesse jusqu'ici, mais quand il renifle Sammy, il sait qu'il est mourant. Alors, il lui propose l'immortalité. C'est un cadeau. Malgré tout, le musicien refuse. Une dernière chanson acoustique pour la route, histoire de se rappeler le bon vieux temps. Ensemble, ils l'admettent. Ce jour-là, c'était peut-être le plus beau de leur vie. Le moment où ils se sont sentis le plus vivants, libres. Et même si l'immortalité est une prison, elle a permis à un couple mixte de traverser les âges. L'horreur, finalement, c'est pas juste les vampires, c'est l'Amérique de 1932. Si vous voulez creuser certains sujets, je vous laisse en description quelques liens et références. Merci à tous, rendez-vous pour le prochain récap. Bye. Disponible sur Hey Series. Emir Goodspeed, militant Black Lives Matter, est retrouvé dans sa voiture, mort d'une overdose. Cross et Sampson prennent l'affaire et ils se cognent direct au mélange le plus toxique possible. Politique, médias. La rue veut une réponse. La hiérarchie veut une conclusion qui ne fasse pas exploser la ville. Soyez derrière moi et faites bonne figure. Et ayez l'air bronzé.